travailler avec des éleveurs locaux. Gérer un abattoir et utiliser le maximum des carcasses pour offrir un produit différent et plus responsable, c'est le pari que relève avec succès René Leblanc-Paulin. La bouchère de 3 pistoles, à regarder maintenant sur ici-tout.tv. Nous sommes le jeudi 9 avril, voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien. Merci d'être des nôtres pour commencer cette nouvelle journée, encore une fois marquée par ce conflit au Moyen-Orient. On a parlé toute la journée hier de cette trêve fragile. Ça continue d'être le cas. Il y a eu ces bombardements, donc notamment dans le sud du Liban, dans la banlieue sud de Beyrouth, également au cours des dernières heures. Alors on sent que tout ça est fragile. Est-ce que l'Iran va effectivement rouvrir le détroit d'Ormuz? Quelle sera la suite? Jean-Philippe Robillard a les derniers développements et viendra nous en faire part au cours des toutes prochaines minutes. Autour de la table, les collègues sont réunis. Julie-Jasmine Boudreau, Olivier Pellerin et Véronique Méran. Bonjour à vous trois. Bonjour. Julie-Jasmine, on va se parler tout à l'heure ensemble de l'espace. Vous avez pour nous la liste de lecture des astronautes. Oui, puis c'est quelque chose qui se fait depuis à peu près une 50aine d'années, c'est-à-dire fournir ce que les astronautes écoutent. Et on parle de la première chanson du réveil, donc au petit matin. Ben, en tout cas, matin et soir, ça dépend où vous êtes dans l'espace. Je ne sais pas sur quel fuseau, mais cela dit, c'est la toute première chanson qui les écoute. Donc là, on a 8 jours, donc 8 chansons. Il en restera 2. Je vous fais écouter ça tantôt. OK, on va vous parler un peu plus tard. On va se parler de Cannes aussi. Je pense que la conférence de presse commence. Là. Je suis en train d'écouter ça. Là. En direct. En direct, monsieur. On s'en parle tantôt. Véronique, à la météo, c'est une journée quand même plus douce aujourd'hui, avec du soleil. Tout à fait. Ça se prend bien. On va la prendre et je vous conseille de la prendre et de la savourer. Parce que... non, ça annonce des mauvaises nouvelles. Le temps doux va perdurer quand même, avec quelques petites variantes, mais disons qu'on aura une semaine prochaine assez perturbée. Mais bon, on va commencer par finir celle-là. Une chose à la fois. Beau temps, oui, première partie de journée, soleil un petit peu plus nuageux en après-midi, mais ça s'ennuage tranquillement. Donc, belle journée dans l'ensemble, des vents du sud, des températures qui varieront entre 12 et 15 degrés quand même pour la portion sud-centre du Québec, là, jusqu'à une douzaine de degrés dans la région de Québec. Alors, douceur, oui, des averses à venir tranquillement la nuit prochaine, quelques-unes tôt demain matin, puis c'est surtout demain après-midi qu'on aura les précipitations les plus soutenues. Les températures seront plus près de la dizaine de degrés demain vendredi. On perdra peut-être quelques degrés en cours de route. Dans la nuit de vendredi à samedi, près ou légèrement au-dessus du point de congélation. Et en fin de semaine, on verra des éclaircies. Samedi, entre autres, une journée avec des températures près de la barre des 10 degrés. Dimanche aussi, éclaircies surtout le matin. Et les précipitations vont revenir en toute fin de week-end. Et là, c'est là que ça va s'accrocher pour la semaine prochaine. Mais d'ici là, quand même, on a du beau temps sur les régions les plus au sud et au centre. Du côté de l'Abitibi, les averses commenceront dès ce matin. Venteux, autour de 8 degrés pour aujourd'hui. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, c'est cet après-midi qu'on aura les premières précipitations. Venteux du sud-est également. Le mercure grimpera jusqu'à 13. 11 pour les gens du Bas-Saint-Laurent. 6 degrés vers la Gaspésie. 2 sur la Côte-Nord. Un ciel plus variable. Les vents sont présents du sud-est pour l'ensemble des secteurs. Et les précipitations se poursuivent pour la majorité des secteurs dans l'est du Québec au cours de la journée de demain. En territoire ontarien, c'est un mélange. Quelques gouttes, quelques flocons fondants ce matin sur la portion centre et nord. Il y aura des éclaircies au cours de l'après-midi. Toronto-Windsor, le mercure va grimper jusqu'à 18. Alors, ça, c'est assez printanier. Un ciel variable avec une probabilité d'averse et un risque d'orage cet après-midi. 14 du côté d'Ottawa, une tendance à l'ennuagement. Pas d'averse avant la fin de la journée, début de soirée. Du très beau temps à Vancouver, 16 à 21 degrés. Soleil dominant pour Edmonton, Calgary aussi, 7, 8 degrés. 5 à Regina sous un ciel variable et 2 à Winnipeg. Donc, quand même, un petit air printanier aussi là, qui commence à se réinstaller dans l'ouest parce qu'on avait eu de la neige ces derniers jours. On met ça de côté et on gagne des degrés et un peu de soleil. C'est ça le printemps, c'est bon. C'est ça le printemps, on aime ça, on achète. On achète. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Olivier, au sport, un premier vrai bain de foule pour le CF Montréal avant le début de la saison à domicile. C'est quoi, c'est samedi? Oui,
Et ça va faire du bien au CF Montréal parce que les débuts de cette saison sont difficiles. 6 matchs, 1 victoire seulement, 5 défaites, des points qu'on a laissés sur la table sur des matchs qu'on aurait peut-être dû soit faire match nul ou même remporter. Et hier, c'était le lancement de la saison au MTLUS à Montréal. Un premier bain de foule, oui, une première chance d'entrer vraiment en contact avec le public montréalais, les partisans du CF Montréal. Puis, je lisais certaines chroniques ce matin et même, je vous dirais, avant l'événement, on se posait la question quel sera l'accueil. Parce que c'est vrai que ce sont des débuts, encore une fois, très difficiles. Ça a été difficile l'année passée aussi. Le CF Montréal qui avait terminé 13e. Une saison qui s'était soldée avec seulement 6 victoires. On avait cherché le positif l'an dernier et là, ça a mal débuté et on se demandait quel serait l'accueil. Il semble que l'accueil a été bon. Les partisans montréalais veulent démontrer, je pense, à leur équipe qu'ils seront là pour les soutenir malgré les difficultés. Quoique, il y a quand même des exigences qui viennent avec cette nouvelle saison. Donc, quand même, rassurant aussi pour les joueurs qui étaient très heureux, justement, de pouvoir profiter de cet événement médiatique et de pouvoir peut-être recharger un peu les batteries. Je vous invite à écouter Samuel Piette. Je pense que c'est un événement qui fait beaucoup de bien. T'oublies un peu à chaque fois à quel point la dose d'amour que tu reçois est assez forte. C'est un événement, je pense, qui est important pour les partisans. On pense peut-être que c'est plus important pour les partisans que nous. Puis au final, je pense que c'est quand même assez 50-50. Je pense que les joueurs sont contents de faire ça, de voir que le support ici à Montréal est sincère et vrai. Quelques jours avant la rentrée montréalaise, donc ça fait beaucoup de bien, ouais. Donc voilà, on a rechargé les batteries hier. On se prépare maintenant pour ce match dont on parlait samedi, 14h30. Coup d'envoi de ce match contre l'Union de Philadelphie. La bonne nouvelle pour le CF Montréal, c'est que l'Union de Philadelphie fait pire cette saison. Toujours en quête d'une première victoire en 6 matchs. En fait, ils ont joué 6 matchs, 6 défaites. Donc en quête d'une première victoire, ce sera samedi au Stade Saputo avec toutes les festivités qui entoureront ce premier match. Le Canadien de Montréal a rendez-vous ce soir avec le Lightning de Tampa Bay. Ça pourrait être d'ailleurs la confrontation de la première ronde des séries éliminatoires. Si on regarde la photo ce matin, ce serait effectivement le duel qu'on aurait au premier tour des séries éliminatoires. Le Canadien et le Lightning de Tampa Bay. Les deux équipes sont à égalité au nombre de points à 102. Les Sabres ont fait un pas de plus hier en allant chercher 2 points. Donc, ils sont premiers de la division Atlantique avec 104. Match hyper important parce qu'on veut placer les choses. On veut aussi mesurer peut-être l'adversaire, celui qu'on aura au premier tour et peut-être aussi faire envoyer des messages. C'est ce que Martin Saint-Louis disait hier. On va peut-être cacher un peu nos choses, on l'écoute. Non, mais c'est sûr, c'est toujours des matchs pour te préparer, tu sais. Je pense qu'on focus beaucoup plus sur nous autres encore. Quand que ça va être concret, contre qui qu'on joue, tu sais, il faut que tu focuses sur l'autre équipe aussi un petit peu, tu sais. Mais on fait ça à chaque match. Mais durant une série de 4 de 7, tu vas bien profond, puis tu t'achètes de jouer au chat à sourire un peu, là. Mais je pense que demain, on focus encore beaucoup sur nous autres, tout en connaissant les tendances de l'autre équipe. Mais tu ne veux pas tout montrer tes cartes si tu as des idées, là. Voilà, on dévoile pas tout le jeu. Et là, le chat à la souris, il faudra déterminer ce soir qui sera le chat et qui sera la souris à l'issue de cette rencontre. On verra le résultat. Donc, à suivre ce soir au Centre Bell, ce match entre le Lightning et le Canadien. Merci, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir. À la une des différents quotidiens de ce matin, commençons par Le Devoir qui nous parle du système de justice des semaines avant de parler à un enquêteur après avoir rapporté un viol. C'est une Montréalaise qui s'est confiée au Devoir et qui ne serait pas la seule dans cette situation. Selon un organisme de prévention des agressions sexuelles, on apprend qu'il pourrait s'écouler des semaines, voire des mois avant qu'un enquêteur de la police ne contacte cette femme qui témoigne dans Le Devoir, dont l'identité a été modifiée. On l'appelle Mia dans l'article, parce qu'elle dit donc avoir été agressée sexuellement, a appelé le service de police de la Ville de Montréal. Un policier ou une policière l'a accompagnée à l'hôpital pour effectuer un examen médico-légal visant à recueillir des preuves biologiques du viol dont elle dit être victime. Mais là, avant de rencontrer un enquêteur du service de police, il pourrait s'écouler beaucoup de temps. Au service de police, évidemment, on ne veut pas confirmer qu'il y a eu une enquête en cours ou quoi que ce soit. On dit qu'il y a quand même un système de traitement d'ordre des priorités. La femme s'est tournée vers le tribunal en demandant qu'il y ait eu un interdit pour la personne qui serait son agresseur, mais elle ne connaît pas l'adresse de cette personne-là, donc impossible d'avoir une ordonnance de la Cour. Et effectivement, des organismes qui aident les victimes d'actes criminels
en viennent au constat qu'effectivement, malgré le bon vouloir du SPVM, c'est clairement probablement une pénurie, un manque d'enquêteurs et donc c'est pourquoi il peut y avoir autant de délais entre le dépôt d'une plainte et le moment où un enquêteur vous contacte. Vous aurez les détails en une du Devoir de ce matin. Le Journal de Montréal et le Journal de Québec nous parlent de 2 minutes et 35 $ pour obtenir une carte de secouriste. C'est une entreprise qui vend des cartes bidons sans donner la formation de 8 heures qui est pourtant obligatoire. À quelques minutes et 35 $ en argent comptant, c'est tout ce qui a été requis pour des éducatrices en garderie et en milieu scolaire, donc qui travaillent avec des enfants au quotidien pour obtenir leur certification en secourisme sans avoir suivi la formation qui devrait durer 8 heures. C'est une entreprise qui se cache derrière ce stratagème Formation et Médisoins du Québec qui est dirigée par un individu nommé Toufik Eid. Il y a également des représentants du Journal de Montréal qui sont présentés, qui ont fait l'exercice avec des caméras cachées et qui ont obtenu en quelques minutes comme ça, avec une discussion qui a duré à peine quelques minutes, leur carte attestant qu'elles avaient, les deux journalistes en question, suivi leur cours et réussi leur cours de secourisme. Donc, c'est à lire dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec de ce matin. En une du Globe and Mail, on revient sur Marilyn Gladu, cette députée conservatrice ontarienne élue, qui se joint maintenant aux libéraux, rapprochant donc le gouvernement Mark Carney d'une majorité. Madame Gladu était pourtant une critique conservatrice pendant la pandémie de COVID-19, s'opposait notamment aux obligations vaccinales, a fait la promotion de théories non prouvées sur le virus, mais elle est maintenant donc au sein des libéraux. On revient sur cette transfuge dans le Globe and Mail de ce matin. À une de la presse, on apprend qu'il y a un tranquillisant pour chevaux qui fait des dégâts dans les rues de Montréal, qui a déjà fait des dégâts dans plusieurs grandes villes américaines, qui est mélangé au fentanyl et qui fait craindre une vague d'hospitalisation. Il y a un témoignage d'une médecin, la docteure Catherine de Montigny, qui a dû administrer une dose de morphine, dit-elle, astronomique à un patient qui, justement, avait consommé de ce produit. Même la pharmacie de l'hôpital a cru à une erreur. La tolérance aux opioïdes de son patient était si élevée que les médicaments n'arrivaient pas à le soulager du choc du sevrage des dosages classiques. Et ce qu'on craint, c'est qu'il y en ait de plus en plus et qu'il y ait de plus en plus d'hospitalisation en raison de ce puissant tranquillisant pour chevaux mélangé au fentanyl dans les rues de Montréal. Article à lire dans la presse de ce matin. Et puis, je termine avec le site de Radio-Canada. Vous pourrez lire une entrevue de Yasmina Hayat, donc avec un exilé iranien qui a longtemps gravité après des sphères du pouvoir militaire et religieux et politique en Téhéran. Il s'appelle Jaber Rajabi. Il affirme avoir étudié avec Mojtada Khamenei, l'actuel Alatoya. Il dit qu'il est encore plus dangereux que son père. Article à lire en une de Radio-Canada ce matin. Jean-Philippe Robillard est maintenant en studio avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors allons-y avec ce cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis. La tension reste vive donc au Moyen-Orient. La réouverture du détroit d'Ormuz, il y a toute la question libanaise, là où ça semble encore achoper au moment où l'on se parle. Les négociations de paix doivent officiellement commencer dans les prochains jours. Oui, mais la question qu'on peut se poser ce matin, est-ce qu'elles auront bel et bien lieu, ces négociations-là? Parce que ça reste flou, je vous dirais, Mathieu, pour le moment. Comme on ne sait pas vraiment si le détroit d'Ormuz est rouvert à la circulation maritime. Mais ce qui est clair, c'est qu'on sait que ce n'est pas revenu à la normale. Hier, il y a environ 3 ou 4 navires qui ont traversé le passage, alors qu'on sait qu'il y en a plus de 800 qui attendent toujours. Mais toujours est-il donc qu'il y a le vice-président américain, J.D. Vance, qui va prendre la route, qui va se rendre à Islamabad au Pakistan pour ces négociations de paix avec des représentants de l'Iran. Il sera également accompagné de l'émissaire américain. On en parle souvent, Stephen Witkoff, de même que de son gendre, le gendre de Donald Trump, Jared Kushner. On écoute le vice-président J.D. Vance. On l'a traduit pour vous. J'encourage les Iraniens à négocier sérieusement. Nous avons vu des signes qu'ils allaient le faire. Fondamentalement, on est bien placé. Ils ont rouvert le détroit d'Ormuz, nous avons un cessez-le-feu, mais s'ils brisent leur partie de l'entente, il y aura de sérieuses conséquences.
Il y a une délégation iranienne qui arrive là, en ce moment ou dans les prochaines heures à Islamabad. Oui, effectivement. Elle doit arriver aujourd'hui, cette délégation-là, à Islamabad. Les négociations qui doivent commencer dans les prochains jours, on parle de samedi, mais encore là, c'est pas clair. Mais je vous dirais qu'il y a encore beaucoup de confusion parce que le président du Parlement iranien estime, Mathieu, que les conditions ne sont pas réunies pour commencer à négocier parce que, selon lui, il y a 3 points important parmi les 10 qu'a présenté son pays pour conclure une trêve, pour qu'il y ait un cessez-le-feu qui n'ont pas été respectés, qui ont même été, selon lui, violés. Il a cité notamment les attaques israéliennes contre le Hezbollah au Liban, la négation aussi de l'administration Trump du droit de l'Iran d'enrichir de l'uranium. Et c'est ce qui lui fait dire au président du Parlement iranien que dans ce contexte-là, ça n'a pas de sens qu'il y ait une trêve, qu'il y ait également des négociations de paix. On écoute le professeur Thomas Junot qui estime lui aussi qu'il y a plusieurs menaces à cette trêve entre Washington et Téhéran. Il faut bien comprendre que c'est un cessez-le-feu dont les détails sont très vagues, sont ambigus sur le Liban, mais sur d'autres enjeux aussi. Puis il faut bien comprendre que les deux parties, les États-Unis et l'Iran, ont accepté ce cessez-le-feu-là parce que, pour des raisons différentes, des deux côtés, on voulait voir un arrêt de la violence. Mais fondamentalement, les problèmes majeurs qui ont mené à cette guerre-là n'ont pas été résolus. Et les demandes des deux parties sont très, très distantes. Alors, le cessez-le-feu en tant que tel, c'était la partie la plus facile. Le Liban, ça va être une des sources de sable dans l'engrenage principal. Oui, parce qu'on a bien compris qu'il n'y avait pas de trêve entre Israël et le Liban. Des bombardements se sont poursuivis. D'ailleurs, les secouristes continuent à chercher des victimes dans les décombres à la suite de bombardements. Oui, au lendemain des frappes israéliennes, Mathieu, les plus meurtrières depuis le début de cette guerre, en mars, Israël qui a frappé donc le Liban à plusieurs reprises. Hier, il y a eu 203 morts selon les dernières dépêches et près de 900 blessés dans des quartiers résidentiels de Beyrouth et dans plusieurs autres villes libanaises. Le gouvernement israélien dit qu'il poursuit son combat contre le Hezbollah et l'administration Trump, de son côté, affirme que le Liban n'a jamais fait partie de la trêve, n'a jamais fait partie du cessez-le-feu, mais le régime de Téhéran, je vous l'ai dit tantôt, exige que le Liban soit inclus dans cet accord de paix. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonjour à toutes et à tous. Good morning, everyone. Nous voilà réunis ici à Paris and from everywhere in the world. Alors, à Paris et de partout dans le monde, parce que ça intéresse la planète en entier. Sélection officielle pour le Festival de Cannes, c'est ce qui est annoncé en ce moment, là. Oui, c'est ça. Là, c'est sûr qu'il va peut-être me manquer des petits bouts, mais c'est correct. On va être indulgent. Alors, vous avez entendu la présidente du festival qui a dit vouloir donner une visibilité au cinéma, et ça passe bien sûr par Cannes, qui a toujours cette envie d'être dans la liberté, de créer, de s'exprimer. Alors, toujours Cannes qui fait vraiment figure de proue dans ça. Et quelques infos en vrac que je peux vous donner. Là, on est en train de donner les grandes lignes de la sélection officielle. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y aura en compétition une vingtaine de films. Probablement, Pedro Almodovar devrait s'y retrouver. Là, c'est ce qu'on devrait annoncer dans les prochaines minutes. Mais ce que Thierry Frémaux, qui est délégué général, vient de dire, c'est que pour l'instant, il y a 80 à 90 % de la sélection officielle qui est fixée. Donc, il pourrait y avoir de petits ajouts. On connaît déjà le film d'ouverture. Donc, il est hors compétition. C'est un film français de Pierre Salvadori. Ça s'appelle La Vénus électrique. C'est une comédie et qui aura dans cette sélection la toute première réalisation de l'acteur américain John Travolta. Alors, un film qui vient d'un livre qu'il a écrit, en fait, un livre pour enfants, un livre qu'il a écrit en 97. Et on savait aussi que le président du jury, pour la toute première fois, était sud-coréen. Donc, c'est Park Chan-wook, et qu'on remettra 2 palmes d'honneur, une à Peter Jackson, le cinéaste qui nous a donné Le Seigneur des Anneaux, et Barbra Streisand aussi, donc en toute fin de festival. Est-ce qu'il y aura des Canadiens, des Québécois? Ça, c'est à voir. Je vous rappelle que des sections parallèles qui seront annoncées la semaine prochaine, donc la quinzaine des cinéastes, et aussi la semaine de la critique. Alors, souvent, nos Québécois, nos Canadiens
vont se glisser là-dedans. Alors là, c'est en cours. Puis évidemment, c'est une conférence de presse, ma foi, très chargée, pour ne pas dire interminable. Alors, vous n'avez encore pour une bonne demi-heure. Bon. Si jamais ça vous intéresse d'écouter ça. Parfait. C'est en direct en ce moment. On aura plus de détails tout au long de la journée. Les humoristes Marilyn Jonca et Ève Côté dans une comédie sur Crave. Oui, c'est une fiction humoristique inspirée d'elle. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier pour que vous fassiez un maudit deuxième show ensemble. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Wow! C'est quoi vos connaissances sur le vin? On en voit beaucoup. J'ai-tu l'ensemble? Alors voilà, ils vont se lancer dans l'industrie vinicole en s'achetant un vignoble à l'île d'Orléans. Elles vont se réconcilier. Elles étaient en froid depuis 2 ans. Évidemment, il y a de la fiction, il y a de la réalité, mais vous dire que c'est comique, c'est immature. C'est vulgaire. Bien sûr, Mathieu, on les connaît. Alors, on ne récite pas le chapelet ici. Ça commence aujourd'hui sur Crave, si ça vous tente. Il y a 4 épisodes et ensuite, on en mettra quelques-uns pour une dizaine au total. Ça dure 30 minutes. Parlons des astronautes de cette mission Artemis 2. Vous avez la liste de lecture, ce que l'équipage écoute en se levant le matin. Oui, chaque piste a été sélectionnée par l'ensemble des membres de l'équipage. Alors, qu'est-ce qu'on écoute dans l'espace, Mathieu? Ben, la même chose que sur Terre, en fait. Oui, j'imagine. Alors, ça s'appelle Artemis Wake Up Songs et vous allez retrouver ça sur Spotify. C'est la NASA qui a publié justement cette liste et la première s'appelle Sleepyhead de Young and Sick. Ça réveille bien, ça? Oui, et ça, c'est exploratoire et planant, je dirais. C'est le nom d'artiste qui s'appelle Young and Sick. C'est un Irlandais qui est basé à Los Angeles. Alors, il est musicien, producteur, illustrateur. Puis ensuite, il y a du John Legend, entre autres, du Chappell Roan aussi, qui est peut-être dans le répertoire plus récent de la musique. Il y a aussi Tokyo Drifting, qui est une chanson de Glass Animal, qui est un groupe britannique. Alors, c'est très, très varié. Ça va un peu dans toutes les directions, je dirais. Et je vous laisse deviner le titre de la toute dernière, donc celle avec laquelle ils se sont réveillés hier matin. La deviner, mais c'est quoi? Oui, mais celle-là, ça, c'est Chappell Roan. En fait, oui, c'est okay, celle de milieu, ça. mais j'avais Under Pressure de David Bowie. Ah oui. Et la voici, la voilà. Donc, elle, ça, c'est la toute récente. Il y en aura 2 autres, puisqu'il reste 2 réveils dans la capsule Orion. Il va y avoir une certaine pression quand même pour ces toute gens-là. petite. Oui, c'est ça. Merci, Julie Jasmine. Bonne journée. Marie-Michel Borduas de retour en studio pour ce que l'on va surveiller aujourd'hui. Entre autres, on apprend que des épiceries IGA ont retiré des tablettes certaines boîtes de sirop d'érable à la suite des révélations de l'émission Enquête. Oui, et c'est une autre marque, le sirop Angela, parce qu'il y a des consommateurs qui ont découvert une nouvelle étiquette et cette étiquette-là cachait le nom de la compagnie fautive rapportée par l'émission Enquête, donc autocollant, qui masquait la mention du producteur acéricole de Saint-Chrysostome en Montérégie. Et des épiceries nous ont confirmé avoir retiré ce produit-ci en précisant qu'il avait été livré tel quel avec cette étiquette. C'est un texte de Gaëtan Pouliot à lire sur notre site Web. Et puis un manque de souplesse qui est dénoncé depuis le retour au bureau des fonctionnaires fédéraux. Il y a le syndicat des employés de l'impôt et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada qui accusent en fait le gouvernement d'être déraisonnable. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a de plus en plus de fonctionnaires qui se font refuser des demandes d'accommodement pour des raisons médicales. Notre collègue à Ottawa, Estelle Côté-Sroca, s'est penchée sur la question. Et les données sur le nombre de demandes d'accommodement acceptées et rejetées ont été demandées à 10 ministères, mais ils ne compilent pas de la même manière, donc ça a été impossible, vu la méthodologie différente, de confirmer s'il y a une hausse. Mais il y a tout de même une hausse des demandes qui a été observée. C'est un reportage que vous pourrez entendre notamment dans nos radiojournaux ce matin. Merci Marie-Michel. Bonne journée. Voilà pour cette édition. Dans la une, vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Ici Karine Godin. Dans cette nouvelle saison, je vous raconte l'histoire d'un groupe qui a connu une croissance fulgurante dans le Québec des années 90. Le mouvement raélien. Fidèles sous emprise, en exclusivité sur Radio-Canada Audio.